avait prévenu. Si par cas nous n'aidions pas à l'époque la République tchèque, la Tchécoslovaquie à l'époque, c'est pas Hitler, on le paierait après. Non, et moi je pense que l'Ukraine est la première ligne de défense parce que les intérêts russes sont différents des nôtres. On l'a vécu au Mali, on le voit notamment en Afrique subsaharienne, on le voit sur l'ensemble des continents. On n'a quasiment plus aucun intérêt commun avec les Russes qui nous attaquent et qui nous fait porter le blâme sur quasiment tous les sujets. Si l'Ukraine tombe, ce n'est pas uniquement un sujet de valeur, c'est un sujet de géostratégie européenne. Quand on a un pays qui veut venir dans l'Union européenne, qui fait tout pour faire rentrer dans nos valeurs, qui veut rentrer dans notre modèle de vie et qui nous appelle comme ses alliés, on est obligé de les soutenir. La question, c'est quelle stratégie on prend. Mais il faut rompre avec l'esprit de l'étrange défaite qu'avait dénoncé Marc Bloch, parce que tant qu'on ne reviendra pas sur cet esprit-là, on ne s'en sortira pas. Et puis les Français, contrairement, quand on regarde les volets historiques, à chaque fois que la France a succombé, a voulu collaborer avec l'ennemi, c'était le cas pendant la guerre de 100 ans, auquel il y avait des Français qui voulaient céder la couronne de France à un roi anglais. C'était le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, on a voulu collaborer, la France n'en est jamais relevée. Mais personne n'a dit ça. Par contre, la France a toujours été grande et a toujours résisté à toutes les choses, les guerres, les défaites et les occupations. Donc nous avons raison de soutenir l'Ukraine. Et le sujet essentiel, c'est comment on fait pour faire un plan pour soutenir l'Ukraine efficacement sans engager nos troupes. C'est ça. Après, j'aimerais qu'on réécoute. Il faut arrêter les bêtises. Et vous avez vu ce qui s'est passé au Mali. Il faut arrêter les bêtises. Non, mais attendez, ce qui s'est passé au Mali. Mais si vous comparez la France au Mali, vous êtes balèze. Mais le Mali, la France, c'est pas le Mali. Le Mali, c'est Wagner qui a fait en sorte. Il n'y a pas Wagner en France. Non, mais Mali, on était présent grâce à Barkhane. Et le Wagner a fait en sorte de dégager la France alors que c'était nos intérêts qui étaient stratégiques. Et donc sur tout l'ensemble des sujets où Poutine intervient, où nous on est présent, Poutine nous combat et Poutine attaque nos intérêts. Non, mais attendez, Poutine est fort de nos faiblesses. C'est-à-dire que Poutine... Le point, c'est que normalement, en fait, on aurait dû traiter ce sujet pendant la campagne présidentielle. Et le contexte, notamment avec la guerre en Ukraine, a empêché tout le débat sur la situation réelle de la situation en France. Quand vous regardez la situation en France, vous voyez que tous les indicateurs sont négatifs. Vous avez les classes moyennes qui sont dépaupérisées, qui perdent en salaire et en revenus réels de façon plus importante, et leur revenu disponible est en train de s'écrouler avec l'inflation, avec l'augmentation des dépenses contraintes. Vous avez la même chose au niveau des classes populaires. Vous avez atteint 10 millions de pauvres. Donc tous les indicateurs sont mauvais. Et quand quelqu'un dit que les indicateurs sont mauvais, moi je pense que c'est toujours bien de dire la réalité et de dire la vérité aux Français, parce que la situation est catastrophique à tous les niveaux. Olivier Véran, ce qu'Olivier Véran dit, c'est en fait, il tourne d'une autre façon. C'est qu'il dit les indicateurs sont mauvais, mais regardez, les autres sont encore plus mauvais que nous. C'est à peu près tout ce qu'il dit en fait. Et en disant que l'Espagne fait pire que nous et les autres pays font pire que nous. Mais ça ne veut pas dire que nous on fait bien. Non, la situation est mauvaise. On est les moins mauvais. On est les moins mauvais des mauvais. Voilà, c'est à peu près la situation qui résume. Non, on est les moins mauvais d'un monde qui connaît un risque inflationniste. Non, mais ce qui s'est passé, c'est parce qu'en fait, on a esquivé le débat, alors que le sujet est le même depuis l'apparition de la crise sanitaire. C'est que vous avez l'Europe qui décline par rapport aux États-Unis et par rapport à l'Asie de l'Est. Et au sein de l'Europe, la France et les pays de l'Ouest vont mal. C'est tout, c'est ça la réalité. Et la question essentielle, c'est comment on fait, du coup, pour préparer les Français à un discours de réforme et de mutation et de transformation du modèle. Parce qu'on ne dit pas la vérité quand on dit qu'on va donner des chèques pour soutenir leur pouvoir d'achat. Ça permet de sauver uniquement leur fin de mois. Pour augmenter le revenu réel, pour changer de société, pour améliorer la vie des Français, il faut opérer des mutations qui sont très profondes. Donc opérer des modifications profondes sur la réforme du marché du travail pour travailler plus et travailler plus longtemps. Ensuite, après, il faut faire une réforme pour passer d'une société de consommation à une société de production. Et il faut opérer un nivellement par le haut pour faire une montée en gamme. Et vous n'opérez pas ça si vous dites aux Français que vous faites en 10 ans. Bah oui, mais vous lancez les réformes maintenant pour avoir des réformes. Elles ont été lancées sous le premier quinquennat, elles ont été lancées les réformes. Mais il y a 2 quinquennats, Macron a le temps. La réforme du Code du travail, personne ne l'avait faite. La réforme de la SNCF, personne ne l'avait faite. Pourquoi on en remet une couche si c'était si bien? Gauthier Lebret. Avec la réforme d'assurance chômage et la réforme des retraites. Mais parce que ça se fait en 2 temps. Voilà. Gauthier, vous montrez Gauthier. Vous voulez prendre moi je pense qu'on fait un choc tournant en fait, c'est intéressant. Donc le discours d'Emmanuel Macron. On ne penserait jamais à la France. C'est pas vrai. Les Français ne voulaient arrêtons ces caricatures. Ils ne voulaient pas Marine Le Pen, c'est tout. Pour conclure en 30 secondes. Les Français ne voulaient être représentés ni par Mélenchon ni Le Pen. Ils ont donné la fonction d'incarnation à Emmanuel Macron. Et sur son projet, ils ont exprimé leur désaccord en lui donnant une majorité relative, mais pas absolue. Il n'a pas carte blanche. Et c'est pour ça qu'il doit être composé avec les autres. Et si Emmanuel Macron, il n'y a pas de majorité Macron veut composer et tracer une route, il est obligé de le faire en donnant un cap. Et la difficulté qu'on a, c'est que depuis la crise des Gilets jaunes et depuis la crise sanitaire, Emmanuel Macron n'a plus de cap, on ne sait pas ce qu'il veut faire. C'est ça le problème. On se retrouve dans quelques instants sur le plateau de 4. Je veux bien qu'on parle de cette affaire, mais plus précisément, c'est du rôle de la prison dont il faut parler. Qu'est-ce qu'on veut faire de nos prisons ? Oui. Est-ce que la prison, c'est un lieu de punition ? Bien sûr. Est-ce que la prison, c'est un lieu de réinsertion ?
C'est ça qui m'intéresse. Moi. C'est ça la discussion dont on. C'est un débat qu'on a eu aussi, je vous rassure, Jérôme Bubus. C'est bien qu'on l'ait aujourd'hui aussi. Vous ne nous avez pas regardé, mais en tout cas, on l'a fait. Il y a des interlocuteurs différents lors de la conférence de presse sur le sujet. C'est ça l'idée. C'est de savoir à quoi sert la prison. On a trouvé le remplaçant d'Olivier Véran. Ouais, c'est ça. Va faire croire que la fin de l'abondance, c'est une bonne idée. Sans faire de langue de bois, Jérôme. Non, mais je ne fais pas de langue de bois. Non, mais sur le cas, c'est un dossier très sérieux. Sur le cas de ministre de la Justice, sur sa responsabilité. C'est qui a tué le débat sur l'état des prisons. Aujourd'hui, quand vous voyez les images de la prison de Fresnes avec le collant de Tess, imaginez que Éric Dupond-Moretti, qui n'a absolument plus aucune légitimité pour rester ministre de la Justice, puisse demander aux Français qu'on sacrifie une partie des budgets de l'État régalien pour améliorer l'état des prisons. C'est inexplicable vis-à-vis des Français et c'est à cause d'Éric Dupond-Moretti et de son ministère qu'on ne peut plus aborder la question des prisons et c'est lui qui est responsable de ça. Mais moi, je pense que la question de l'enquête administrative est complètement anachronique et ne sert à rien. On a changé de régime. On est revenu à un régime plus classique désormais avec les élections législatives et le gouvernement est responsable devant le Parlement. Donc celui qui doit mener une enquête, c'est le Parlement, l'Assemblée nationale ou le Sénat. Il faut une commission d'enquête pour faire la lumière sur le sujet. Et je pense que même si Éric Dupond-Moretti n'est pas coupable, on se rappelait d'une doctrine avant. À l'époque où les ministres avaient un semblant de dignité et un semblant d'honneur, même quand les ministres n'étaient pas coupables, ils démissionnaient aussi. Vous avez des gens. Vous avez des gens dans tous les groupes. Éric Dupond-Moretti doit démissionner parce que l'état des prisons est déplorable. Vous avez des gens dans tous les groupes parlementaires. Pas tous les deux en même temps. Il a tué toute la politique de répression de Gérald Darmanin qu'il a tenté de mettre en place. Pas du tout, c'est exactement l'inverse. C'est une véritable catastrophe. C'est-à-dire que la prison n'est même plus dissuasive avec Éric Dupond-Moretti. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un centre de loisirs, même si ce n'est pas vrai. Et enfin, un dernier sujet, c'est qu'Éric Dupond-Moretti... C'est Dupond-Moretti qui a ouvert les prisons, qui a multiplié les colonnes, Éric Dupond-Moretti, pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça et pourquoi est-ce que l'administration a pu prendre une telle décision sans avertir le cabinet du ministre? C'est parce qu'ils se sont dit que ce type d'activité était dans la logique et de l'idéologie d'Éric Dupond-Moretti. Mais c'est pas ça du tout, c'est parce que ça se fait depuis des années. Quand il se met en scène, c'est pas du tout lié à Éric Dupond-Moretti. C'est parce que ça se fait depuis des années et des années. Alors là, le ministre des détenus, absolument. Et pas le ministre des victimes. Jean Messia, sur ce point, on a l'impression dans la situation, on va essayer des deux plateaux. William T. Ce que vous dites est risible, c'est pour ça. Jean Messia, laissez juste parler William T. La question essentielle, et Emmanuel Macron l'a souligné, parce que M. Dubus a réussi à trouver un élément intéressant à la loi Dupond-Moretti. Il y en a plusieurs, vous en donner plusieurs. Laissez parler William. Ce qui est intéressant, c'est que la peine doit avoir un sens. C'est-à-dire que la prison, dans la politique de répression et dans la politique régalienne, ça doit avoir un volet dissuasif. Et à partir du moment où, même si vous revenez sur la question de la réduction des peines et que vous appliquez les peines, il faut que la prison ait un effet dissuasif pour que la politique soit cohérente et soit fonctionnelle. À partir du moment où vous mettez en avant ce type d'activité, est-ce que les délinquants, est-ce que les personnes éventuellement délinquantes ou criminelles des territoires perdus de la République, les personnes qui refusent d'obtempérer, les personnes qui refusent de faire du rodéo, auraient peur de la prison et de son effet dissuasif? C'est pour ça que moi je pense qu'Éric Dupond-Moretti est un symbole à dégager dans la mesure où il incarne ce type de politique et qu'en fait il faut avoir une politique qui est cohérente. Moi je trouve que Gérald Darmanin essaye d'avoir des résultats et essaye de mener des actions, mais pour avoir une politique qui est cohérente, il faut avoir un ministre de la Justice qui incarne la fermeté et la peine dissuasive de la prison. Sinon, vous pouvez faire toutes les mesures possibles, vous perdez ce caractère-là et tout est fichu. Alors, à la parole des politiques, moi je pense en gros les politiques peuvent-ils mentir? Je pense qu'on doit croire aux paroles des ministres et du gouvernement, seulement on ne doit pas tout prendre en chèque en blanc. Et donc du coup, on doit vérifier, et c'est pour ça qu'on a des mécanismes de contre-pouvoir. Moi, je pense que le sujet essentiel, c'est la coordination de la politique gouvernementale, à la fois entre Darmanin, ce qu'a dit Emmanuel Macron, et ce qu'incarne Dupond-Moretti. Darmanin veut mener une politique, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, régalienne forte, avec la prison, un élément de dissuasion. Emmanuel Macron dit que la réinsertion doit reposer sur l'effort, le travail, afin de se réinsérer dans la société. Mais Éric Dupond-Moretti est l'antithèse de tout ce qu'ont porté Darmanin et tout ce que disent Emmanuel Macron. Il incarne le type qui joue au baby-foot avec les détenus. C'est le ministre qui a dit qu'il voulait être le ministre des détenus. Il a lui-même, quand il arrive à Fresnes, il se fait applaudir non pas par les surveillants pénitentiaires, mais par les détenus. Il incarne tout ça. Et donc, du coup, vous voulez mener tout ce type de politique, une nouvelle doctrine de circulaire.
mais toutes les personnes, tous les surveillants pénitentiaires vont se marrer. C'est comme quand Jérôme Dubus m'a dit que Éric Dupond-Moretti incarnait l'ordre républicain et la lutte contre le laxisme. C'est pas possible. J'ai donné un exemple précis, je pourrais en donner un seul. Et vous êtes resté quoi ? Vous êtes resté quoi parce que vous ne connaissiez pas ça ? Un seul sujet. Vous jugez Dupond-Moretti sans connaître ce qu'il a fait. Non, j'ai regardé. C'est ce qu'on appelle une note de gueule. Vous lui donnez une note de gueule. La gueule de Dupond-Moretti ne vous revient pas. C'est pas une note de gueule. C'est tout. C'est pas une note de gueule. D'ailleurs, je suis pas revenu sur la question de l'effectivité des peines parce qu'on a augmenté le gouvernement a augmenté les moyens pour les greffiers, les assistants. Je vous ai donné un exemple, vous avez été incapable de répondre. Mais si, j'ai répondu sur cet exemple-là. La question, c'est d'éléments psychologiques et dissuasifs, et dessus, Dupond-Moretti ne peut plus le porter. Point, il doit partir. La question, et on conclut vraiment, a perdu la main en Algérie. La France doit rompre avec sa politique de repentance et sa politique d'excuses, et notamment en révoquant les accords d'Évian. Je pense que c'est essentiel pour rebâtir une nouvelle relation. Tant qu'on maintiendra les accords d'Évian, on restera sous l'ancien régime, qui est un pays anciennement colonisateur avec un pays anciennement colonisé. Et donc, il faut repartir sur une nouvelle relation possible. Et pour partir sur cette nouvelle relation, il faut traiter l'Algérie comme un pays comme les autres, un pays avec lequel on fera un deal économique, auquel, en fait, on fera à peu près ce qu'on appelle un grand reset. On revient sur les accords d'Évian, on révoque tout, c'est-à-dire tous les droits accordés aux accords d'Évian, tout ce qui était laissez-passer consulaire, droits, facilités pour venir en France, permis de travail, permis de visa, etc. On révoque tout. Et ensuite, on part sur un nouveau deal. L'Algérie a besoin d'argent, notamment parce que la junte a besoin de maintenir son régime militaire. Et donc, du coup, a besoin de devises étrangères pour pouvoir maintenir ses activités. La France, au lieu de penser sur sa logique ancienne qui était de sauver tous les Algériens, doit sauver ses intérêts. La junte militaire a besoin d'argent pour maintenir son régime. La France a besoin de gaz. Donc, on fait un deal qui est très simple. Argent contre gaz, tout simplement. Et sur les autres sujets... Il n'y a pas que le gaz. Non, mais le gaz, il y a le gaz, il y a d'autres sujets. Le gaz, il peut le vendre ailleurs. Hein. Oui, mais... Je vais la vendre à France. On a quelques partenaires. Il y a l'Algérie, il y a les pays du Golfe, mais principalement, c'est plus simple avec l'Algérie parce que c'est plus proche. Et donc, du coup, on fait un deal uniquement sur ce volet-là. Et sur tout le reste, on révoque tout. Alors, dans le deal, effectivement, il y a peut-être... Tout ce qu'il faut. En fait, votre politique est fait par la Attendez, Jean. Tout ce qu'ils ont besoin, les Algériens... Mais l'argent, ils le trouvent ailleurs. Non, ils le trouvent aux États-Unis, ils le trouvent en Chine, vous savez très bien. Ils n'ont pas assez de devises pour tenir. Regardez où est placée la dette algérienne actuellement. Elle n'est pas placée sur des produits français. Elle est rachetée par les Chinois, elle est rachetée par les Américains. L'Algérie a besoin d'argent, a besoin de devises supplémentaires. Mais elle le trouve. Et donc, du coup, le sujet essentiel pour nous, c'est de mettre de l'argent pour limiter la politique migratoire, comme ce que font d'autres pays comme le Danemark ou le Royaume-Uni, en mettant des hotspots. Mais ça ne marchera pas. Pour revenir sur les pour les accords migratoires, il faut revenir et révoquer les accords d'Évian. Parce que si par cas, on fait un deal à un moment T, donc actuellement, et qu'on reprend, on expulse et qu'il nous donne des laissez-passer consulaires pour expulser, de toute façon, il y aura d'autres Algériens qui pourront venir en France. Donc il faut rebâtir une relation depuis le début. Non, mais je et suis depuis d'accord avec lui, mais je crois que c'est un peu utopique. Ça commence avec la révocation des accords d'Évian, et c'est le sujet d'Emmanuel Macron, parce que tant que vous ne révoquez pas les accords d'Évian, on restera un statut d'ancien pays colonisateur et avec un pays anciennement colonisé. Donc, pour bâtir une nouvelle relation, il faut un acte fort avec la révocation des accords d'Évian. Et les Algériens, qu'attendent-ils de la visite d'Emmanuel Macron à partir donc demain ? On ne repart pas de zéro et qu'on ne révoque pas les accords d'Évian et qu'ils nous vendent du gaz. On aura la même relation avec l'Algérie que l'Allemagne avec la Russie. C'est-à-dire qu'ils vont à chaque fois nous dire si vous ne réparez pas, si vous excusez pas, on ne vous donne plus de gaz et donc du coup on viendra dépendant, non pas à la Russie, mais à l'Algérie. Mais de toute façon, l'Algérie, si vous ne repartez pas de zéro, vous ne révoquez pas tout et vous ne repose pas depuis le début, de toute façon, si on ne pas en 3 jours. Mais non, mais si vous devenez dépendant du gaz vis-à-vis de l'Algérie, ils feront une pression quotidienne à chaque fois sur chacun de nos actes. Et donc du coup, on deviendra dépendant de l'Algérie et la France de Macron viendra dépendant de l'Algérie. Attendez, pas tous pas les absorber complètement, pas du tout. Moi, je trouve qu'on est après 6 mois de guerre, on est dans une situation d'impasse. C'est-à-dire qu'initialement, on pensait que l'armée ukrainienne allait se faire écraser, que Kiev allait tomber en 4 jours, et l'armée ukrainienne a fait mieux que résister, comme vous l'avez rappelé. Seulement, en fait, les intérêts se sont polarisés dans la mesure où chaque camp a l'impression d'avoir pris l'avantage sur l'autre. C'est-à-dire que les Russes pensent qu'ils vont gagner la guerre et les Ukrainiens pensent qu'ils peuvent reprendre tout le territoire. Donc on n'a pas de possibilité de cesser le feu à un instant immédiat ou à une proximité d'ici quelques mois. C'est cette première difficulté, c'est la première. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas d'acteur neutre, à la différence de 2014, où on aurait pu aboutir aux accords de Minsk, sous l'autorité des Allemands et des Français qui se portaient garant de cet accord, et on n'a pas de sortie de crise éventuelle qui permettrait de mettre d'accord en commun la Russie et l'Ukraine. Et un troisième point que moi je vois difficile, c'est que l'Ukraine a une situation qui est compliquée. C'est-à-dire qu'ils peuvent tenir actuellement,
mais ils n'ont pas de possibilité d'effectuer une contre-attaque parce qu'ils n'ont pas les armes nécessaires, ils n'ont pas les hommes nécessaires pour reprendre notamment la Crimée, les territoires sud et le Donbass, et qui ne survivent que grâce à l'aide occidentale. Et c'est pour ça que la parole d'Emmanuel Macron est la bienvenue pour garantir l'aide occidentale et européenne vis-à-vis de l'Ukraine, parce que sans l'aide occidentale et européenne, l'Ukraine tomberait dans les semaines à venir. Et c'est important de le rappeler, c'est important de dire quel est le prix de la liberté. Et c'est pour ça que moi je vois une situation qui est compliquée, c'est-à-dire que je vois pas d'échappatoire, je vois un conflit qui commence à s'enliser petit à petit, et personne en fait, on est dans une situation qui est un peu bloquée, c'est-à-dire que chacun des camps pense qu'il a plus à gagner à continuer le conflit plutôt qu'à perdre. Et vous avez toujours une règle en diplomatie, c'est qu'en fait, une partie s'arrête lorsqu'il pense qu'il a plus à perdre à continuer le conflit plutôt qu'à gagner, notamment en continuant la guerre. Néanmoins, l'engagement européen, voire international, s'intensifie.